Bon, voilà, la petite presse bonus. Du coup, ouais, en fait, en intégrant Swift Data dans mon projet, j'ai croisé la migration de données entre deux versions. Donc là, je vais vous montrer un projet basique, comment on peut migrer les données en Swift Data. Et je vais retourner dans Nafix pour vous présenter comment j'ai géré le truc. Je ne sais pas si, enfin, on va faire un petit basique, on va créer un nouveau projet. Alors du coup, quand vous créez un projet avec Swift Data, tac, pourquoi c'est tout rouge là? Ah oui, c'est Ah, ouais. alors, effectivement. Deux. Du coup, quand vous créez un projet Swift Data dans Xcode, vous avez donc ici, je ne sais pas si on voit bien, on voit pas, c'est pas ouf. Attends. Voilà. Donc du coup, vous avez le schéma de données donc, qui est donné ici avec l'item. Oh, putain, ah oui, c'est parce que ça build sur mon iPhone. Voilà. Et donc logiquement, il est où? Tac. Voilà. Tac. Donc là, si on va dans le content view, donc vous avez le modèle contexte qui permet de faire les actions Swift Data. Vous avez la query qui est liée du coup au stockage local. Et donc là, c'est une to-do list qu'on voudrait bien arriver. Voilà, donc là, vous pouvez rajouter des items dans Swift Data. Le problème vient quand vous dites, en fait, mon item, je voudrais qu'il soit un peu plus complexe. Je voudrais rajouter un titre, par exemple. Tac. Voilà, donc là, je veux rajouter un titre. Donc là, au niveau du stockage Swift Data, je vais lui rajouter un titre. Et donc là, je relance mon application. Et donc là, la magie opère. Voilà. Donc là, il y a un problème de migration parce que les deux modèles ne sont pas compatibles. Donc la première solution que j'avais trouvée, c'est du coup, on vient faire un petit type alias. Et là, en fait, donc on va venir dupliquer les modèles. Donc j'aurai mon item V1 qui serait l'item existant. Tac. Et j'aurai mon nouveau modèle qui serait l'item V2 avec le titre. Et donc là, mon type alias, en gros, dans mon code, dans mon item V2, tac. Par contre, là, j'aurai un truc comme ça. Voilà. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que vu qu'on n'utilise plus l'ancien modèle, bah, toutes les données sont perdues. Donc, on aurait pu faire des migrations en utilisant les queries dans le. Ici, en fait, on peut très bien dire j'ai mon item courant qui est comme ça, j'ai mon ancien item qui était comme ça. Quand ma vue apparaît, je viens faire la migration de l'ancien vers le nouveau. Sauf que c'est vite complexe. Là, c'est juste un string, mais quand les modèles sont plus compliqués, ça devient compliqué. Enfin, c'est plus hasardeux, quoi. Donc vient la deuxième méthode. Donc c'est
le fait d'ajouter ce qu'ils appellent les schémas migration plan. Donc ça permet de contrôler vraiment la migration Swift Data. Donc il y a les schémas et les stages. Donc tout d'abord, il faut définir un schéma. Donc là, on vient de dire la version du schéma et les objets associés au schéma. Ah bah, j'ai pas fait de... Et donc la migration stage, donc il y a deux migrations possibles, le lightweight et le custom. Donc le lightweight, donc c'est vraiment le plus simple, c'est juste une ligne et c'est Swift Data qui s'occupe de faire la migration. Donc par contre, on ne peut pas transformer un objet en un autre objet. Si on a des changes assez simples, donc c'est l'ajout ou la suppression de paramètres, ça fonctionne automatiquement. Par contre, voilà, si on demande des migrations trop complexes, il ne pourra pas gérer et il dira stop, quoi. La deuxième méthode, c'est le custom. Donc là, c'est un effort un peu plus important. Là, pour le coup, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on veut. On contrôle ce qu'on fait, en tout cas. Et donc, ouais, c'est pas recommandé pour les changes assez simples. Et par contre, c'est recommandé pour les trucs un peu plus compliqués. Et là, du coup, je vais vous montrer dans le code de Nafix comment j'ai fait. Donc là, dans mon application, j'ai mon schéma ici. Et en fait, j'ai défini le dernier schéma de mon application. Voilà, ici. Alors, donc j'ai mes différents schémas sur le côté. Donc, j'ai avec les différentes versions. À chaque fois que j'ai eu besoin de rajouter des objets, j'ai rajouté une version. Et après, donc, ce que je vous disais, le migration plan, là, donc ça ressemble à ça, quand je l'ai déplié. Donc là, j'ai différentes versions de ma migration plan. Il y a certaines versions que j'ai choisi de faire en lightweight parce que c'était assez anodin comme changement. Par contre, pour le coup, il y a certaines versions, là, le 1.5.3 vers le 1.7.0, j'ai utilisé carrément le custom. Typiquement, c'était, vu que je suis passé d'un flux RSS à un flux JSON, l'ID avait changé pour le favori. Donc j'avais besoin de prendre l'ID existant et le convertir en ID, le nouvel ID. Et donc là, j'ai utilisé... Voilà. Donc là, je récupère les données existantes. Et là, par exemple, ici, pour toutes les favoris que j'avais avant, je viens les ajouter dans ma migration, enfin dans un objet temporaire pour ensuite le réinjecter dans les nouvelles bases de données. Bon, je vous passe tout le détail. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'était cette méthode en fait pour la migration. Et donc, il y avait des versions simples et des versions compliquées. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la seule partie de l'app où il y a des tests, c'est ça. Et comment j'ai fait, c'est que pour tester les migrations, j'ai fait des tests de migration vraiment plus light pour m'assurer qu'une version vers l'autre se passait bien. Parce que je n'arrivais pas à tester quand j'avais toutes les migrations en même temps. Parce que des fois, il y avait une migration qui impactait l'autre. Là, l'avantage de tester avec un plan vraiment propre la version vers une autre, je me garantis que les tests fonctionnent à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Donc ça, c'est toute ma truc de test. Et après, au niveau des tests, donc on fonctionne en local avec des databases URL pour Swift Data. Et je crois que c'était tout. Tac. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, enfin, par rapport à Swift Data, ce que j'ai appris pour la migration. Voilà. Du coup, avec la migration, est-ce que tu as quand même besoin de dupliquer tes objets ou pas? Parce que j'ai cru voir dans le code que tu avais encore des modèles V1, modèle
Ouais. Bah, en fait, le coup du type alias, je l'ai eu un peu en présentant en regardant cette presse. Et Unafix, il est là. Mais effectivement, pour l'instant, je ne suis pas sorti encore des V. Mais le problème que j'avais, c'est que en fait, à chaque fois que je faisais un V2, V3, il fallait que je rename dans tous mes fichiers la nouvelle version. Tu copies l'intégralité des champs. Comment? Il faut que tu copies l'intégralité des champs du V1 vers le V2, du V2 vers le V3 à chaque migration, non? Tu fais une nouvelle table, entre guillemets, si on Ouais, comme ça. ouais, bah, je prends les objets existants et je les transforme en nouvel objet, ouais, à chaque fois. Ouais. Pour la migration, en tout cas. Et du coup, on est d'accord que tu pourrais utiliser des migrations lightweight pour, genre, si c'est des changements super simples, Ouais. t'as pas entre guillemets besoin de faire ça. Non, non, c'est comme je disais, là, par exemple, les 2 premières versions, c'était vraiment des ajouts. Donc j'ai fait du lightweight, en fait, ça a été tout de suite. Par contre, derrière, comme je disais, l'ID était différent d'un truc à un objet, il fallait que je transforme l'objet. Là, j'avais pas le choix de passer par un custom, quoi. Et tu peux pas faire ta migration si tu supprimes l'ancien objet. Parce que moi, je compare avec RIM, que j'ai plus l'habitude d'utiliser. En RIM, quand tu fais une migration, en fait, tu récupères ton ancien objet Ouais, sous forme de dictionnaire. ouais. Et du coup, tu peux supprimer en fait l'ancienne version de ton code. Et après, bon, tu récupères chacune des valeurs du dictionnaire. Est-ce que c'est possible de faire un truc pareil? Ou est-ce que tu as vraiment besoin de garder dans le code toutes les versions de ta classe? En fait, je t'avoue que c'est une des questions que je me pose. Est-ce que, typiquement, par exemple, les 2 premières versions, je peux les supprimer? Est-ce que je peux supprimer les 2 premiers schémas? Et ça, j'ai pas d'expérience pour savoir si. Généralement, il ne faut pas, parce que si tu as des gens qui ont Ouais, une voilà. version de l'app et qui mettent à jour tous les 6 mois, il faut qu'ils aient encore une version. Alors, en fait, Tu c'est. bloques ton app pour pouvoir faire ça. Ouais, Il y a d'autres personnes qui utilisent cette version. c'est ça. Ouais, parce que s'il y a quelqu'un qui se reconnecte, il va taper toutes les migrations d'un coup. Et en fait, si tu n'as plus le modèle, t'es KO, quoi. Le nouveau code n'a plus le modèle, mais il peut quand même accéder au champ via un autre moyen, genre un dictionnaire ou quelque chose. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah là, quand tu fais les migrations, là, quand je fais mes migrations, là, typiquement, j'accède aux anciens. Ah oui. Ouais, c'est typé, Ah quoi. oui, donc là, si tu supprimes ton code. Ben là, je les récupère et je les supprime pour éviter d'avoir des trucs morts dans mon app. Par contre, là, pour le coup, là, les anciennes favoris, je les récupère pour parce qu'en fait, ça se fait en 2 étapes. Tu as l'étape de will migrate, donc là, tu récupères les données. Et tu as la deuxième étape, c'est did migrate, où là, tu peux réinjecter les anciennes données vers les nouvelles. Et en fait, tu as besoin d'un objet qui contient les anciennes données temporaires, quoi. Ouais. Peut-être un élément de réponse pour toi là-dessus, c'est qu'en fait derrière c'est Core Data. Ouais. Et Core Data, si vous avez déjà utilisé, tu définis un modèle et derrière tu le versionnes de la même façon que toi et tu es obligé de garder tes versions. Ok. Parce que Swift Data hérite de Ouais. alors que le Real, il surcouche tout ça avec ton dictionnaire. Et c'est le problème de Swift Data en fait, c'est que c'est Core Data. Et par contre, ça s'intègre super bien à SwiftUI. Ouais. C'est top, ouais. C'est marrant, il y a un truc, les migrations custom, elles sont très concurrentielles. Donc on doit être vraiment dans Core Data. Ah ouais? Ouais. En fait, quand tu as montré sur ton slide, tu montrais le protocole, Ouais. tu peux voir qu'il est très concurrentiel custom. C'est marrant qu'il l'ait pas. Pourtant, ça, il qu'il va l'ait pas prêt. ouais. Mais oui, c'est marrant qu'il l'ait pas un peu modifié quand même. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si tu l'as explicité pendant ton talk, mais qu'est-ce qui se passe quand je fais une migration ou je saute 3 versions par exemple? Il joue les migrations À la suite. successives, en fait. Il y a Ouais. une notion de je dois monter étape par étape, quoi, c'est ça? Bah en fait, vu que tu définis les versions de schéma, en fait, il va passer. Il comprend l'ordre. Il va comprendre l'ordre Ouais. des schémas et il va faire la migration dans l'ordre, quoi. C'est pas à toi de prévoir toutes les migrations possibles si je vais de la version 3 à la version 7, de la version 4 à la version 6, etc. Non, parce que du coup, je me suis même fait des tests en disant je pars de la version 1 jusqu'à la dernière. Voilà, ouais. Et en fait, du coup, il va à la suite, quoi. Ok.
Ouais. C'est quoi ta logique de découpage? Est-ce qu'à un moment tu les compactes ou tu les... Bah là, en fait, là pour le coup, tu vois, j'ai fait vraiment des tests sur les customs. Parce que alors attends, j'ai pas du coup comment je les découpe. Ouais, pourquoi tu fais des test plans sur ce range-là précis et pourquoi tu fais pas 153 à 180 toi? Comment tu décides de Alors ce que découper j'ai vu, c'est que quand tu as besoin de manipuler des objets, de passer un objet A à un objet B, en fait, alors j'ai deux tests. J'ai un test en gros qui fait du version 1 à la version finale. Et en fait, je m'assure juste que le test il se rompt pas, quoi, que tout se passe bien. Et par contre, quand je voulais checker qu'un objet A était bien converti en objet B, j'avais des perturbations dans mon test. Et j'arrivais pas à contrôler ce qui se passait dans mon test. Et c'est pour ça que j'ai fait des tests plans spécifiques pour ces migrations-là, pour voir si par exemple l'ID que je convertissais en nouvel ID, c'était vraiment bon. C'est parce que j'avais des problèmes de test que j'ai vraiment segmenté sur ces deux trucs. Ok. Mais Voilà. si tu fais une nouvelle version 200 aujourd'hui, tu fais quoi? Tu en rajoutes un test plan 180 à 200 ou Bah tu ouais. mettras à jour le 153 tout 200 et puis tu en gardes au cas par cas? Non, clairement, je fais à la version 1 jusqu'à la version 2, enfin, en fait, je fais tout le cheminement pour toutes les versions du début jusqu'à la fin. Et après, j'essaie de faire des tests spécifiques sur une transition de version. Donc une de bout en bout Et après sur les transitions. Ouais. Juste pour que ce soit clair, 153 ça correspond à la version 1.53. Ouais, donc ouais, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai- Super. Donc on est d'accord que là tu as 1.1, 1.2, 1.3, c'est juste qu'ils sont juste pas affichés parce que c'est une version qui sont triviale, ou tu es passé de 1.0 à 1.5 En fait, je me base par rapport à la version store. À chaque fois que j'ai une version store qui a un changement de données, je prends la version store et je l'associe au versionning. Ça explique pourquoi il y a des trous dans les migrations. Parce que je voyais pas de lien de mettre une version 2 alors que l'app était... Enfin voilà, moi je voyais que le modèle avait changé sur cette version-là. Sur RIM, c'est des numéros entiers. Ouais. Donc là, sur Albus, on est rendu à la migration, je sais pas, 90. Et du coup, on sait que 90, c'est telle version-là. Ok. Merci encore. Au revoir.